مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من استوديو باريس. نتناول فيه اليوم مستقبل النزاع الأوكراني على خلفية الاتصال الهاتفي الأخير بين بوتين وترامب وما سبقه من مفاوضات روسية أوكرانية في إسطنبول. أسئلة كثيرة تطرح ولعل أهمها: هل باتت أوكرانيا أمام آخر فرصة لتحقيق السلام في ظل دعوة زيلينسكي ترامب وقادة أوروبيين لفرض عقوبات صارمة على موسكو؟ هل يمكننا فعلا التعويل هذه المرة على تسوية سريعة للنزاع الأوكراني؟ ومن لديه مصلحة في إطالة أمد هذا الصراع؟ هذا ما سأناقشه مع ضيفي العقيد هيرفي كاريس، العقيد السابق في القوات البرية الفرنسية والمختص في إدارة الأزمات. Monsieur Hervé Corvez, pardon. Monsieur Hervé Carès, bonjour. Nous Bonjour. sommes ravis de vous recevoir. Merci de m'avoir invité. Avec ce que je viens de citer, vous avez aussi eu plusieurs métiers dans les armées. Vous êtes breveté de l'école de guerre française, aujourd'hui spécialiste de la gestion des crises. Et nous y sommes depuis plus de 3 ans, donc peut-être depuis 2014. Mais cette crise s'est accentuée depuis 3 ans. Aujourd'hui, colonel Hervé Carès, avec la reprise des négociations à Istanbul, on parle aussi de peut-être de probables négociations au niveau du Vatican. Après aussi l'appel de Trump-Poutine, sommes-nous proches d'une sortie de crise ou d'une fin de ce conflit, à votre avis? D'abord, le temps médiatique n'est pas le temps de la stratégie, n'est pas le temps des stratèges. Il y a beaucoup d'agitation et de théâtralisation de ce qui se passe actuellement autour du conflit en Ukraine avec différentes parties prenantes. D'abord les deux belligérants directs, la Russie et l'Ukraine, qui, de mon point de vue, n'ont pas intérêt, pour différentes raisons, à ce que les opérations militaires s'arrêtent rapidement. La Russie, parce que la Russie n'a pas atteint tous ses objectifs tels qu'ils avaient été déclarés au début de cette guerre, notamment la conquête des 4 oblasts que la Russie a annexés. Ensuite, parce que tout dernièrement, le président Poutine a déclaré qu'il voulait conquérir une zone tampon à la frontière russe, une zone tampon qui inclurait 2 villes importantes ukrainiennes, Soumy et Kharkov, une zone tampon qui serait environ à 25 km de la frontière russe. Donc c'est de nouvelles conquêtes territoriales qui vont au-delà des annonces initiales, des annexions initiales. Et pour la partie ukrainienne, je dis bien pour le gouvernement ukrainien, la paix qui est demandée par les Russes actuellement, c'est à leurs conditions, c'est-à-dire aux conditions qui sont celles de la récupération des 4 oblasts, avec une demande de retrait des troupes ukrainiennes, et maintenant, en plus, le retrait des troupes ukrainiennes sur la zone tampon qui est revendiquée par les Russes. Donc c'est inacceptable au plan politique, et c'est dangereux au plan physique pour les gouvernants ukrainiens, notamment le président Zelensky, puisque les courants radicaux nationalistes qui sont assez présents au sein de l'appareil de pouvoir ukrainien pourraient ne pas l'accepter et se révolter et peut-être attenter à la vie des dirigeants ukrainiens. Il y a la position russe, d'après que ce soit le président exprimé par le président Poutine ou le Kremlin, c'est leur condition pour la paix, ça serait éliminer les raisons profonde de cette guerre. Donc le Kremlin dit qu'il accepte une paix, qu'il cherche une paix rapide, mais à condition que les causes de cette guerre soient éliminées, si on peut le dire, y compris on va dire, les groupes nationalistes ukrainiens que la Russie juge de nazis, continuent à gangréner l'Ukraine. Oui, en fait, il y a une radicalisation nationaliste ukrainienne qui a débuté en 2014 et qui s'est accentuée à la faveur de cette guerre, notamment entre les courants politiques qui viennent de l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a également les éléments de langage quand même russes derrière toutes les déclarations des dirigeants russes. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est les faits. Les faits, c'est qu'ils veulent, sur le plan stratégique et géopolitique, ils veulent récupérer les 4 oblasts qu'ils ont annexés et maintenant la zone tampon.
Et sur le plan La zone tampon n'est pas une conséquence des décisions ou des déclarations comme Emmanuel Macron, comme de certains dirigeants européens, qu'ils veulent envoyer des troupes. La zone tampon, c'est la conséquence des attaques ukrainiennes sur la frontière russe historique, sur la zone de Belgorod et surtout sur Koursk. Alors le paradoxe de l'opération sur Koursk, je dis bien au plan militaire, c'est-à-dire la plupart des personnes qui avaient une vision stratégique de cette opération ont été assez étonnées, c'est que c'est une opération qui a duré longtemps et qui a consommé énormément de forces et d'effectifs ukrainiens de qualité, qui constituaient en fait les forces de réserve stratégiques de l'armée ukrainienne. Et c'est une opération que les Russes ont utilisée à leur profit. Comme disait Napoléon, lorsque votre ennemi fait une erreur, surtout évitez d'arrêter rapidement son erreur. Faites tout pour qu'il continue à faire son erreur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont commencé vraiment à chercher à réduire le saillant de Koursk il y a à peu près 2 mois. Donc ça a pris 3 semaines. On voit que lorsqu'ils ont voulu le réduire, le saillant de Koursk, ils ont pu le réduire. Je parle des forces russes. Alors pourquoi les forces russes ? Bien sûr, au départ, les Russes ont été déstabilisés par cette opération, notamment au plan politique. Mais après, ils ont vu tout l'intérêt au plan stratégique qu'ils pouvaient retirer de cette opération sur le plan de l'attrition des forces ukrainiennes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie, depuis novembre 2022, a basculé en stratégie d'attrition des forces ukrainiennes. Et surtout, ça a permis de favoriser leurs avancées dans le Donbass, puisque ces forces qui ont été engagées dans le saillant de Koursk auraient pu servir de réserve de contre-attaque contre les opérations russes du Donbass. Donc, vous ne pensez pas que cette reprise des négociations, l'appel de Trump-Poutine, nous rapproche d'une paix, d'une sortie de crise ? Les Russes et les Américains, à mon avis, discutent certes de l'Ukraine, mais ne discutent pas que de l'Ukraine. Ils discutent de manière globale de leurs relations internationales futures, dans un futur proche même. Donc, sur un plan géopolitique et sur un plan géostratégique. Il parle également très certainement de relations économiques. Donc l'Ukraine fait probablement partie des discussions, mais lorsque l'on se parle quasiment pendant 2 heures, on ne parle pas que de l'Ukraine, ce n'est pas possible. Donc ils ont parlé de l'Ukraine, mais l'Ukraine, pour les Américains, notamment pour l'administration actuelle, l'administration du président Trump, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un boulet qui traîne, et une guerre qu'ils considèrent comme une guerre qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui est l'héritage des administrations démocrates précédentes. Donc ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ils sont conscients, comme le dit souvent le président Trump de manière un petit peu brutale, d'ailleurs c'est sa manière de s'exprimer, il considère que les Ukrainiens n'ont pas de carte dans leurs mains, voire aucune carte, et que de ce fait-là, ils devraient comprendre qu'ils ne peuvent pas refuser les conditions qui sont demandées par les Russes actuellement. Le problème, c'est qu'on le voit avec cette annonce de la zone tampon qui vient de zone tampon élargie, quasiment sur toute la frontière russo-ukrainienne de la part des Russes, c'est que plus le conflit dure, plus les forces ukrainiennes vont être conduites à s'affaiblir sur le plan matériel, mais surtout sur le plan humain, sur le plan des ressources humaines, puisque l'un des centres de gravité qui est le plus attaqué par la stratégie d'attrition des Russes depuis novembre 2022, c'est les forces mobilisées et mobilisables ukrainiennes, c'est-à-dire la capacité à régénérer sur le plan humain les forces ukrainiennes. Il y a de plus en plus de réticence au sein de l'Ukraine à satisfaire aux obligations de mobilisation. On le voit très bien avec des vidéos. Le nombre de déserteurs de l'armée ukrainienne qui cause vraiment un grand problème. Il y a une fatigue de ce fait-là, une fatigue morale, une fatigue humaine, et puis il y a quand même les destructions aussi également des infrastructures ukrainiennes qui sont réalisées par les Russes, plus les morts civils. Donc il y a une fatigue quand même de la société ukrainienne. Le problème, c'est que sur un plan politique pour les Ukrainiens, c'est qu'après autant d'efforts, de souffrances, comment accepter aussi brutalement les exigences russes les Russes demandent simplement, puisque les Russes n'ont pas conquis en fait, les 4 oblasts, demandent à ce que les forces ukrainiennes reculent aux limites des oblasts qui ont été annexés. On est un petit peu comme dans un processus, alors j'aime pas faire des comparaisons historiques qui n'ont pas forcément de sens, mais on est dans une situation qui est comparable à l'armistice de 1918, lorsqu'il est arrivé sur le front ouest à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est que lorsqu'il y a eu l'armistice, les forces allemandes, donc c'était une forme de cessez-le-feu, l'armistice c'est un cessez-le-feu, avaient des conditions qui étaient drastiques. Elles devaient reculer sur leur position initiale,
d'avant la guerre. Et surtout, elle devait abandonner également des zones allemandes qui devaient être occupées par les forces alliées, notamment par les forces françaises. Donc on voit très bien que, alors qu'en 1918, les forces allemandes n'étaient pas encore vaincues, mais elles étaient en difficulté, lorsque l'État allemand a signé cet armistice, c'était pour éviter le pire. Et le pire, ça aurait été l'envahissement de l'Allemagne. Donc là, ils sont dans une situation qui est comparable, je parle bien des Ukrainiens, et là, la difficulté, c'est comment concéder, mais pas trop, et à quel moment ils pourront le faire, au risque, s'ils ne concèdent rien, d'avoir des pertes territoriales qui pourraient être pires. Concernant les Européens, ils disent qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est en crise, toute l'Europe est en crise. Comment analysez-vous les positions des Européens avant et après l'appel de Trump? Parce qu'on a entendu pas mal de déclarations, on peut même dire en colère. Le problème des Européens, on va dire des dirigeants européens, si tant est qu'il y ait une politique internationale de l'Europe, dans la mesure où l'Union européenne, c'est un objet géopolitique non identifié. Puisque logiquement, d'après les traités européens, tout ce qui relève des relations internationales, eh bien des relations internationales sur le plan diplomatique, relève de la souveraineté des États. Depuis le début de ce conflit, les Européens n'ont jamais développé de stratégie propre. Ils se sont alignés sur les intérêts de l'Ukraine, qui était agressée, donc en adoptant le discours du président Zelensky, qui était celui de la victoire. Il ne faut pas oublier que le président Macron avait dit au début du conflit qu'il soutiendrait l'Ukraine jusqu'à la victoire de l'Ukraine. Or, la victoire de l'Ukraine, dans l'esprit des dirigeants ukrainiens, c'était la reconquête des territoires occupés par les Russes, donc retrouver les frontières de 1991, et en incluant la Crimée. Donc un objectif quand même très très ambitieux, voire du domaine de la science-fiction, hein, ou de la fable. Donc c'était quand même compliqué à partir de ce moment-là. Et ils n'ont pas été capables de raisonner le président Zelensky par rapport à ces objectifs-là. Donc ils les ont adoptés, ils les ont intégrés. Mais eux, parallèlement, n'ont jamais développé leurs propres objectifs par rapport à cette guerre. Alors que les Américains, eux, poursuivaient des objectifs qui étaient propres à leurs intérêts dans cette guerre. Ce qui fait que de manière très très paradoxale, alors que les Européens avaient tout intérêt à ce que ce conflit à leur porte soit le plus court possible, eh bien, ont saboté, d'une certaine manière, notamment par la voix de Boris Johnson, les premières négociations qui ont eu lieu au début du conflit, notamment celle de mars 2023, qui se déroulait à Istanbul. Il ne faut pas oublier que dans les médias européens, et les grands médias européens, ces négociations ont été niées. Il a été dit que ces négociations n'avaient jamais existé, que c'était du complotisme de dire qu'il y avait eu des négociations. Maintenant, on sait qu'elles ont eu lieu, qu'elles ont avorté, suite à l'intervention essentiellement de Boris Johnson, et que maintenant, par un pied de nez qui n'est pas anodin, les Russes, lors de la reprise des négociations à Istanbul, ont renvoyé exactement les mêmes responsables pour négocier avec les responsables ukrainiens, ce qui est un message. Le message, c'est on repart de là où on a arrêté les négociations. En fait, les Européens, jusqu'à présent, vous dites qu'ils n'ont pas une stratégie claire, mais ils ont plusieurs occasions pour changer de politique, pour se rattraper. Il y a eu plusieurs. Maintenant, surtout avec le changement, enfin, l'arrivée de Trump, et surtout après, avec que l'Ukraine elle-même a accepté de reprendre les négociations. Sur quelle base les Européens continuent dans ce sens ? Non, mais l'Ukraine est contrainte de reprendre les négociations parce qu'elle subit la pression des Américains. Parce que l'Ukraine sait que sans les Américains, leur combat va être de plus en plus difficile. Sans l'aide logistique américaine et sans l'aide du renseignement américain. D'ailleurs, aujourd'hui, il me semble que le président Trump a annoncé que l'aide en renseignement des Américains allait s'arrêter. Donc c'est quelque chose qui est terrible pour les Ukrainiens. C'est avec ça qu'ils voyaient au-delà du front et bien au-delà du front. Alors, si vous voulez, les Européens n'ont pas les moyens de continuer à appuyer l'Ukraine dans ce conflit. Ils ont quasiment tout donné, ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient.
un signe qui est assez, on va dire, significatif, c'est le cas de le dire, oui, un signe significatif. En tous les cas, jusqu'à présent, un des théâtres d'opération où les Ukrainiens avaient des succès contre les Russes, c'était en mer Noire et sur la péninsule de Crimée. Grâce aux drones, grâce aux frappes par les attaques MS et grâce également aux missiles Scalp et Storm Shadow. Vous remarquerez que lors de la dernière attaque sur la péninsule de Crimée, ils ont utilisé leurs drones navals, les drones navals qu'ils utilisaient d'habitude, et il n'y a eu aucune frappe d'attaque MS et de Storm Shadow. Ce sont des missiles qui sont fournis par les Anglais, par les Britanniques et par les Français. Cela veut dire que les stocks français et britanniques n'existent quasiment plus au profit de l'Ukraine. C'est un des éléments, ça, qui est quand même assez marquant. De même, les frappes d'attaque MS se font de plus en plus rares, voire il n'y a plus de frappes d'attaque MS. Donc on peut également considérer que les stocks américains d'attaque MS dévolus à l'Ukraine ont été épuisés. Donc il y a une situation très très difficile pour les Ukrainiens, même sur un théâtre où ils avaient des succès. Un théâtre sur lequel ils avaient les moyens de faire pression sur les Russes. Est-ce que les Européens peuvent, parce qu'en fait Viktor Orban vient de déclarer que certains dirigeants européens ont l'idée que l'Ukraine puisse construire une armée d'1 million de soldats que les Européens prendront en charge totalement. Il a dit que c'est irrationnel, que c'est très très dangereux pour la sécurité de l'Europe. Sur quel but tablent les Européens d'un côté, et deuxièmement, n'est-ce pas une autre façon pour repréparer un nouveau conflit futur avec la Russie? Alors là, on touche vraiment, là où Viktor Orban a raison, c'est que en fait, ce sont des signes, parce que la Russie, bon, on peut en discuter, a eu le sentiment d'être sous pression par l'OTAN. C'est une des raisons de ce conflit. Puisque chaque grande puissance a ses zones d'influence. Et imaginons que le Mexique accepte que des forces russes ou des bases russes s'installent. Je pense que les Américains réagiraient de manière assez violente. C'est comme le Cuba. Mais c'est un exemple, c'est un exemple. Il suffit de regarder l'histoire de Cuba. Alors Cuba, c'est une histoire très particulière, puisqu'il y a quand même une base encore américaine sur le territoire de Cuba. Mais oui, c'est ça en fait. Donc on est sur les zones d'influence de grandes puissances. Donc ça, c'est une réflexion géostratégique. D'abord, 1 million. On est toujours dans la communication en fait. 1 million, 100, des chiffres ronds qui ne veulent rien dire. Comme je vous l'ai expliqué, la problématique actuellement des Ukrainiens, c'est un problème de ressources humaines. De ressources humaines, et même au-delà des ressources humaines, je dis ressources humaines pour les armées, et notamment pour l'armée de terre ukrainienne, mais au-delà des ressources humaines, c'est également un problème de population et de démographie. Parce que la population ukrainienne, actuellement, on estime qu'elle est à peu près entre 27 et 30 millions. Il y aurait quasiment 10 à 15 millions de personnes qui seraient parties, et dont une grosse partie sciemment et volontairement en Russie. Ça, on oublie de le dire. D'ailleurs, ce qui crée des problèmes de sécurité en Russie, puisque c'est par cette immigration ukrainienne qu'il y a forcément des infiltrations des services secrets ukrainiens, ce qui leur permet de conduire des actions clandestines en Russie, et notamment des assassinats. Je ferme la parenthèse. Donc ce nombre de 1 million est complètement absurde. Il est d'autant plus absurde que les Européens ont montré qu'ils n'avaient pas les capacités, je dis bien capacités matérielles en l'état, de soutenir l'armée ukrainienne sur le plan des moyens et sur le plan des munitions. Donc on est toujours dans la communication, de la communication qui est un petit peu erratique et qui est complètement décrédibilisante pour ceux qui en usent. Il suffit de se remémorer de ce voyage, je dirais pitoyable, de 3 dirigeants européens à Kiev, et qui annonce un ultimatum le dimanche pour le lundi, demandant un cessez-le-feu immédiat sous peine de sanctions extraordinaires, complètement destructrices contre la Russie, alors qu'ils n'ont pas les moyens de cet ultimatum. Donc c'est le meilleur moyen de se décrédibiliser. Donc on a des dirigeants européens qui sont sortis du jeu diplomatique, de leur fait, par un alignement outrancier durant tout ce conflit sur les positions ukrainiennes et sur les positions américaines. Et notamment, on parle des dirigeants européens, mais on pourrait parler du cas de la France,
il aurait été, si la France avait su jouer adroitement de son positionnement historique à l'international et de manière assez fine, un petit peu comme le fait le président Erdogan, qui pourtant est membre de l'OTAN, hein, mais qui a des relations encore avec la Russie et qui a aidé l'Ukraine même matériellement. Les négociations qui sont ouvertes à Istanbul, elles auraient pu s'ouvrir à Paris, comme les négociations de la guerre du Vietnam dans les années 60. À la fin des années 60 et au début des années 70, c'était fait à Paris. Et justement, il y a le rôle de la France qui est pointé du doigt de la Russie. Sergueï Lavrov, Oui. récemment, il a accusé Emmanuel Macron et ses ministres. Il a dit qu'ils débordent de haine envers la Russie et c'est ce qui empêche de résoudre ce conflit ukrainien. Ils disent et ils ne voient dans la paix qu'un cessez-le-feu de 1 mois, voire plus, et il a dit que ça permettrait de perdurer le conflit. De toute façon, les Russes n'accepteront jamais un cessez-le-feu sans condition, puisqu'ils sont en situation de supériorité sur le terrain, supériorité militaire. Mais là, toutes ces déclarations-là, c'est du domaine du théâtre, aussi bien du côté français que du côté russe. On est dans l'invective, c'est la commedia dell'arte, et de la commedia dell'arte, on pourrait maintenant basculer sur le rôle de Giorgia Meloni et son positionnement à l'international de ce conflit qui va sceller le repositionnement à l'international de certaines grandes nations européennes, voire leur délitement ou leur affaiblissement. L'Allemagne et la France, qui étaient deux des trois grandes nations qui avaient fondé la communauté européenne à la fin des années 50 et au début des années 60, vont sortir très affaiblies de ce conflit, et l'Italie va sortir raffermie de ce conflit, raffermie sur le plan économique, raffermie sur le plan géopolitique. Justement, il y a Giorgia Meloni qui compte jouer un rôle dans les futures négociations, si elles auront lieu au Vatican. Elle a dit qu'elle va s'occuper de la préparation de ces négociations. Est-ce que vous pensez que vu le rapprochement entre Meloni et Trump, est-ce que ça va jouer un rôle, influencer le reste des Européens, à votre avis ? Je pense que Giorgia Meloni, c'est la dirigeante européenne qui monte, hein, et qui a de plus en plus d'influence, même au sein de l'UE. Il suffit de se rappeler qu'elle est allée négocier d'une certaine manière les accords commerciaux avec les États-Unis, hein, à la place de von der Leyen, puisque Mme von der Leyen n'était pas reconnue par le président des États-Unis, puisque les États-Unis, comme d'autres pays, ne reconnaissent que les relations de nation à nation. Hein, donc, elle s'est déjà positionnée sur le plan commercial. Maintenant, elle se positionne sur le plan géopolitique et diplomatique en utilisant ses liens privilégiés avec les États-Unis, du fait de la diaspora italienne aux États-Unis, qui est quand même assez importante, et également du fait de son particularisme, parce qu'elle abrite l'État pontifical. Et c'est un outil qui est très très important pour l'État italien, c'est historique, hein, de jouer sur cette promiscuité avec l'État pontifical, sachant qu'en plus, le nouveau pape est américain. Pour finir, il y a aussi l'OTAN qui semble complètement tiraillée entre la position de Washington et de Bruxelles. Quel rôle ou quel avenir pour cette alliance dans ce conflit et dans cette période de négociation, à votre avis ? Mais l'OTAN n'est pas tiraillée. L'OTAN, c'est un outil américain. C'est un outil qui est dirigé par les Américains, qui est à la main des Américains, et aucune nation européenne actuellement ne peut déployer des forces importantes sans qu'il y ait une planification et une coordination et un appui logistique de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains. Donc l'OTAN ne va pas disparaître, hein, puisque beaucoup de personnes pensent à la disparition de l'OTAN. Elle ne disparaîtra jamais, puisque c'est un outil énorme d'influence américain. Et de nombreux pays européens ne veulent pas se désolidariser de l'OTAN, ils ne veulent surtout pas que les États-Unis quittent l'OTAN. Il va y avoir par contre très probablement une réorganisation interne de l'OTAN, avec une part de prise en charge des coûts militaires, des moyens militaires de l'OTAN qui sera plus pris en charge par les Européens. D'ailleurs, tout ça, ça va dans le sens des Américains, puisque 60 à 70%
des matériels qui sont achetés par les pays de l'OTAN sont des matériels américains. Donc, d'une certaine manière, en croyant résister, on est toujours pareil, hein, absence de stratégie, et on ne fait qu'obéir en fait aux injonctions de celui contre lequel on voudrait lutter. Eh bien, en voulant se désolidariser du pouvoir américain au sein de l'OTAN, les Européens, en augmentant leur budget, ne vont faire qu'accroître en fait leurs achats de matériel américain au sein de l'OTAN. Et ça aussi s'applique même à une armée européenne du moment que plusieurs pays européens ont opté pour l'achat d'avions américains au lieu d'avions français. Là, on arrive à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous espérez, enfin, les Européens, peut-être, ou le monde, espérer des futures négociations la semaine prochaine, en une minute, s'il vous plaît? Ce qu'on peut espérer, c'est que rapidement le conflit s'arrête. Et pour qu'il s'arrête rapidement, malheureusement, on va de plus en plus vers une issue négociée, mais qui sera forcément en rapport avec le sort des armes, donc très probablement en défaveur de l'Ukraine. Mais ce qu'il faut, c'est qu'après ce conflit, les Européens aient une réaction rationnelle, qui va être difficile, parce qu'ils sont tellement impliqués, je pense, les Européens, les dirigeants européens, sont tellement impliqués émotionnellement dans ce conflit, qu'après un temps de latence, ils soient capables de redevenir rationnels et de se recentrer sur leurs intérêts économiques et leurs intérêts géopolitiques. Alors quand je parle des intérêts économiques et géopolitiques, je pense surtout aux grandes nations de l'Europe, c'est-à-dire les pays fondateurs de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Italie et la France. Et je pourrais rajouter un quatrième acteur, c'est également l'Espagne. La position des Européens et aussi ce qu'on va voir de ces négociations reste à suivre. Merci de nous avoir éclairés. Merci. إذن مشاهدينا الشكر موصول إليكم على أمل أن نلقاكم قريبا جدا في استوديو باريس. إلى اللقاء. Voilà. Merci beaucoup.